filmer, donc vous pouvez plutôt vous mettre là. Attention. Essayez quand même de rester dans le champ un peu de la caméra. Parce qu'après, c'est mis sur le site de la médiathèque. Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de rester dans mon petit secteur parce que j'ai un peu l'habitude de faire des kilomètres. Voilà. Voilà, moi j'ai la lourde tâche de traiter ce sujet qui s'appelle gaz et pétrole de schiste, avenir ou désespoir. Donc ça, j'ai choisi ce titre un peu humoristique et provocateur. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le déroulé de l'exposé que effectivement aujourd'hui c'est un sujet d'actualité qui est énormément controversé et sur lequel on va pouvoir trouver des arguments et contre-arguments qui sont diamétralement opposés. Je vous propose le déroulé suivant, donc différents points à l'issue desquels je vais en fait m'arrêter à chaque fois pour vous permettre de poser vos questions si vous le souhaitez, d'interagir sur la partie qu'on vient de traiter et de passer à la partie suivante. Ce sujet est un sujet qui est assez technique, qu'on essaie de simplifier au maximum pour permettre à tout à chacun de suivre le déroulé. Là, dans la totalité de l'exposé, je dirais qu'il y a une partie assez ardue un peu sur la fracturation hydraulique, où je vous explique quelle est cette technique et d'un point de vue pratique, comment ça fonctionne. Et puis des données un petit peu aussi pointues sur les conséquences sanitaires. Et vous allez me dire si ça va ou pas au fur et à mesure du déroulé. Donc chaque partie, on fait une petite pause, n'hésitez pas à m'interrompre, même à la volée si certaines choses que je peux présenter ne sont pas forcément assez simplifiées ou compréhensibles pour tout le monde. Alors donc, moi je voulais revenir 2 minutes sur pourquoi c'est moi qui suis ici ce soir, simplement parce que je suis vice-président d'une association qui s'appelle No Fracking France, qui porte bien son nom, n'est-ce pas, donc association nationale, qui traite du sujet qu'on appelle le fracking, donc terme américain qui est la traduction de fracturation hydraulique, donc la technique utilisée pour aller chercher ces gaz et pétrole de schiste. Association qui a à peu près 1 année d'existence et qui a pour but de traiter ce sujet, d'informer le plus objectivement possible la population et de coordonner un réseau aussi au niveau international avec d'autres associations nationales dans d'autres pays pour permettre en fait aux scientifiques d'avoir de la matière première pour travailler et échanger tout ce qu'ils auraient pu trouver sur ce thème en fait. Voilà, donc moi j'ai une approche plus scientifique sur le sujet, on va dire. Donc on fait différentes actions, hein. On participe à des colloques dès qu'on est invité en termes de participants scientifiques, notamment au CNAM par exemple. On suit les activités des compagnies, on diffuse de l'information, on présente des argumentaires, on collabore avec d'autres associations existantes, notamment l'ATC, Association Toxicologie Chimie, qui est l'association de André Picaud. Je ne sais pas si tout le monde connaît André Picaud, un toxicochimiste donc, qui est quand même renommé dans le pays et qui s'intéresse aussi à ce sujet, qui est à peu près la seule personne à traiter ça depuis le départ. Et puis on organise aussi des séminaires et des colloques d'information. Alors au départ avec une cible pour nous privilégiée, c'est les élus en fait, les élus locaux, pour donner un peu des moyens aux élus locaux d'expliquer à leur population qu'est-ce que cette technique et qu'est-ce que cette industrie. Alors on travaille avec une plateforme internet et puis on en fait diverses actions durant l'année. Notre point phare de l'année dernière, c'était d'avoir organisé une mission scientifique au Québec et aux États-Unis pendant une dizaine de jours. En fait, on a emmené, si vous voulez, là-bas sur place des scientifiques et des élus, notamment du Conseil général du Lot-et-Garonne, pour faire en fait un état des lieux de la situation dans ces 2 pays. Alors on va commencer avec qu'est-ce que le gaz et le pétrole de schiste. Alors on lit 3 mots-clés. Donc premier mot, qu'est-ce que le pétrole? Donc voilà, le pétrole pour tout le monde c'est connu. C'est quelque chose qui est à peu près la base de notre économie. On est habitué ici, en tout cas en Île-de-France, moi je suis donc de Seine-et-Marne, de la partie est de l'Île-de-France, mais on est habitué à voir ce qu'on appelle communément des shadocks, donc des pompes de pétrole, un peu partout. On voit des activités pétrolières régulières depuis les années 50. Les gens viennent,
On voit des derricks se construire, des puits se faire, des pompes comme ça s'installer, au milieu on va dire, des habitations et de nos cultures, sans vraiment se préoccuper du problème. Ensuite, en termes de consommation, évidemment, le pétrole, pour nous, c'est le produit aussi raffiné, c'est l'essence qu'on met dans nos voitures, et c'est surtout de grosses compagnies qui traitent cette matière première. Le gaz, c'est à peu près la même approche, c'est très démocratisé. Tout le monde a une approche, on va dire, consommatrice envers le gaz. Voilà, le gaz naturel, il y a un réseau national de distribution. Pour nous, c'est quelque chose de maîtrisé, de connu et aussi accessoirement de stratégique. Le schiste. Le schiste, c'est bien plus complexe parce que là, quand on parle de schiste, tout le monde sait qu'à peu près, en gros, c'est une pierre, c'est de la roche, on n'en sait pas plus. Voilà. Donc là, aujourd'hui, dans ce titre, on va lier nos ressources naturelles que sont le gaz et le pétrole à cette roche qu'on appelle le schiste, qui en fait est aussi appelée la roche-mère, c'est-à-dire c'est une croûte rocheuse en fait qui est en profondeur dans nos sous-sols et qui va là, dans ce cas présent piéger en fait de la matière première qui est le pétrole ou le gaz. Donc là, je voulais vous montrer aussi au tout départ, si vous voulez, les ressources pétrolières à travers le monde. Donc ça, j'imagine que ça a dû être traité dans les exposés précédents par d'autres intervenants. Donc voilà, il y a des endroits qui sont plus ou moins denses en termes de quantité de matières premières qui se mesurent en milliards de barils. Voilà, ça vous donne à peu près l'idée des ressources parsemées et ce qui va ensuite induire, on va dire, une donnée de géostratégie et de convoitise en fait pour aller chercher ces ressources primaires qui sont très importantes à certains endroits. Donc l'origine de nos hydrocarbures donc fossiles, au départ en fait, comment se forme le pétrole, donc c'est des sédiments en fait qui se déposent sur des couches de sol qui vont s'enfoncer ensuite et on va avoir avec le temps une accumulation de ces sédiments qui vont travailler avec un phénomène de chaleur et un phénomène de pression. On va avoir une transformation de la matière première qui va donner naissance en fait au pétrole. Je simplifie, je fais très vite. Donc on a une notion de temps qui est liée avec, si vous voulez, cette donnée de hydrocarbures conventionnels. C'est-à-dire qu'avec le temps, la ressource va migrer progressivement dans le sous-sol. Les sédiments vont se décomposer et autres, et ça va créer des poches de pétrole, donc de ressources mères, plus de gaz, qui sont dans un compartiment plus ou moins étanche. Donc ça, c'est la ressource, au départ, conventionnelle. C'est cette ressource qu'on va aller chercher avec un forage traditionnel, ce qu'on connaît depuis, je vous dis, à peu près une cinquantaine d'années chez nous. On fait un trou vertical, on creuse, on va chercher cette ressource, on pompe. Au besoin, on injecte de l'eau pour faire monter le réservoir en pression et permettre l'extraction de la ressource principale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'exploitation conventionnelle. Les hydrocarbures non conventionnels, eux, ils sont formés par les mêmes mécanismes, si vous voulez, que le pétrole et le gaz habituel. Simplement, ils sont piégés dans des roches qui sont dans ce fameux schiste. Donc dans des roches qui sont très peu perméables. Et cette ressource, elle est restée bloquée à l'intérieur de ces réservoirs rocheux et elle n'a pas pu migrer et créer la poche principale qui peut être exploitée en exploitation conventionnelle. Donc les caractéristiques de la roche qui les piège, c'est que la roche elle a une faible porosité, donc il y a très peu de vide à l'intérieur de cette roche et elle est très peu perméable, d'où le fait qu'elle puisse piéger la ressource. Donc pour conclure sur cette différence, d'un côté on peut avoir une matière première qui va se former et qui va ensuite migrer vers des réservoirs, et d'un autre côté c'est le même mécanisme de fabrication de la matière première mais qui va rester piégé à l'intérieur de réservoirs rocheux. Alors pourquoi aujourd'hui, dans les années 2010, on commence à parler du gaz et pétrole de schiste? Pour une simple raison économique, en fait, simplement.
c'est l'analyse, si vous voulez, de ces deux courbes qui ne vont pas du tout dans le même sens, qui nous amène aujourd'hui à traiter ce sujet. En réalité, on a la première courbe rouge qui est la courbe de consommation de pétrole et les prévisions de consommation pour les 20 prochaines années, donc qui ne sont en fait que croissantes en permanence, qu'on peut corréler avec la courbe de production de gisements qu'on connaît déjà en fait de matières premières et ceux qu'on est en train de également continuer à exploiter, qui va en fait diminuer. Pourquoi? Parce que la ressource est fossile, elle va s'épuiser, elle n'est pas inépuisable et nous, on en consomme toujours de plus en plus, donc on creuse un écart. Donc face à cet écart qui va se creuser, on est dans la problématique de l'avenir énergétique. Que fait-on? Plusieurs possibilités. Soit on trouve des énergies alternatives, donc d'autres types d'énergie, soit on agit à la cause sur la courbe rouge en disant il faut réduire la consommation. Puisqu'on a la ressource qui s'épuise, il faut essayer de tendre à réduire ou à stabiliser cette courbe. Donc on joue sur la réduction de la consommation. Ou soit la troisième chose, on va chercher des ressources qui jusqu'alors n'avaient pas raison d'être exploitées. C'est le cas de notre gaz et pétrole de schiste. Vous comprenez bien, chacun a son credo à l'intérieur de ces différentes alternatives. Et l'exploitation non conventionnelle, c'est considéré comme une reconversion de l'industrie pétrolière classique, si vous voulez. On a toujours, avec cette idée, derrière une utopie, on va dire industrielle et politique aussi, de l'indépendance énergétique. Voilà, donc ça c'est toujours le point clé que chaque État va tendre à réaliser, c'est-à-dire devenir demain autonome énergiquement. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est indépendant par rapport aux autres pays, qu'on a une compétitivité qui est normalement accrue, et surtout qu'on n'a plus de dépendance avec des grosses puissances comme par exemple par le passé les États-Unis d'un côté et le bloc russe de l'autre. Alors là, je vous illustre rapidement pourquoi on peut estimer aujourd'hui qu'en faisant du gaz et pétrole de schiste, alors à notre niveau français, on reste dans le domaine de l'utopie. Lorsqu'on parle de l'indépendance énergétique, c'est très simple. On a une consommation française d'à peu près 2 millions de barils de pétrole par jour. Là, on a une production à peu près de 5% de cette consommation, 100 000 barils par jour. Donc là, après, je vous passe le détail de la production d'un puits et autres. Mais en clair, il nous faudrait, si on voulait atteindre ces objectifs avec du gaz et pétrole de schiste, 500 nouveaux puits qui utilisent la fracturation hydraulique tous les 5 ans pour maintenir ce niveau. Et on n'est pas en indépendance, là, on est simplement avec 5% de production. Une autre image plus globale, aujourd'hui, ce qu'on est capable de produire en France, c'est 2 jours de consommation annuelle française. Si demain, on utilise 100% des ressources qui sont dans le bassin parisien, ça veut dire qu'on fracture partout dans le bassin parisien pour aller chercher 100% de la ressource qui est piégée dans la roche, on passerait à 18 jours d'autoproduction de notre consommation annuelle. Voilà, donc on est quand même loin d'une année de consommation. Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, l'exploitation dite non conventionnelle, c'est-à-dire aller chercher cette ressource qui est piégée dans la roche, induit l'utilisation d'une technique particulière qu'on appelle la fracturation hydraulique. Donc on parle aussi de ce sujet à partir de ces dernières années. Pourquoi? Parce que, également, la technique, elle est au point maintenant, et on est capable de l'utiliser pour aller extraire cette matière première. Il y a une notion très importante qui en est liée, aussi, c'est le coût d'exploitation avec cette technique, le coût d'un forage et le coût le coût et du forage d'une part et de la fracturation hydraulique d'autre part, puis en troisième point, on va dire l'exploitation totale du gisement, qui est quand même relativement élevée. Donc cette technique est utilisable uniquement si le prix de la matière première passe un certain seuil. C'est le cas ces dernières années. Alors, quelle peut être la différence d'apparence comme ça, entre l'exploitation non conventionnelle et la conventionnelle? Alors, dans tous les cas, il va nous falloir un site d'exploitation.
Alors en France, par convention, c'est une plateforme comme ça, qui ressemble, on va dire, à s'y méprendre à une plateforme d'exploitation conventionnelle, avec un derrick, une tête de puits, une équipe qui travaille autour, et puis elle a ses particularités quand même. La première, c'est d'avoir des bassins de rétention, comme cela, pour pouvoir avoir des quantités importantes d'eau sur le site. Et la deuxième, c'est les machines qui sont utilisées sur les plateformes, qui sont différentes. Et la méthode d'extraction, pour tout le monde, ça reste quand même assez mystérieux, et ça reste risqué d'un point de vue, on va dire, conceptuel, dans le sens où on entend qu'il y a des risques, mais on a du mal à identifier quels sont les risques réels, quels sont les risques potentiels, et quelles sont les conséquences de ce type de pratique. Donc je vous disais, en surface, le site semble tout à fait identique à un site conventionnel. Donc là, vous voyez bien, sur un site conventionnel, on a un derrick, on creuse tout droit, on va jusqu'à une poche, et puis on pompe ce qu'il y a dans la poche. Dans de la fracturation et dans un site non conventionnel, on creuse en vertical, puis on passe en horizontal, et ensuite on fait la fracturation. La fracturation, le principe, c'est l'explosion de la roche pour permettre en fait à la matière première, si vous voulez, de transpirer à travers cette roche. Donc les phases, forage vertical, qui est plus profond, on est en général à plus de 2500 mètres de profondeur. Ensuite un forage horizontal qui est associé, puis cette fameuse technique de fracturation, donc dont le principe général est l'envoi d'eau plus additifs chimiques sous haute pression pour permettre de l'explosion de la roche et ensuite l'extraction des différentes matières premières qui sont piégées à l'intérieur. Alors la plateforme, chez nous, c'est une emprise au sol de 120 mètres sur 120 mètres. Comment on installe une plateforme en fait, en France avec notre loi française? C'est très simple, la compagnie pétrolière a un permis qui lui permet de faire cette activité en fait, sur un territoire donné. Sur ce territoire donné, la compagnie va déterminer quel est l'endroit le plus propice à l'installation d'un puits et d'une plateforme. Elle va ensuite contacter le propriétaire du terrain, qui en général est un agriculteur ou propriétaire terrien qui loue à un agriculteur. Elle va ensuite aller voir le propriétaire, lui proposer une convention de location du terrain, avec une somme forfaitaire qui va être donnée au propriétaire, puis une indemnisation de récolte qui va être donnée à l'agriculteur exploitant. Donc ça, c'est conventionné par la chambre d'agriculture. Et en clair, l'agriculteur qui perd cette surface cultivable va toucher une somme forfaitaire tous les ans qui correspondrait, si vous voulez, à l'exploitation, par exemple, en blé de cette parcelle. Donc sans travailler, il va avoir une indemnisation qui correspond à 100% de réussite sur sa parcelle. Chez nous, en France, le sous-sol n'appartient pas au propriétaire, il appartient à l'État. En dessous d'1 mètre, c'est propriété de l'État. Donc en clair, l'argument qui est toujours annoncé, si vous voulez, pour implanter une plateforme, c'est de dire aux propriétaires, de toute façon c'est d'utilité publique, on va vous proposer une somme forfaitaire pour vous indemniser, et si on n'arrive pas à obtenir votre accord et à s'implanter à cet endroit, déjà on peut aller chez votre voisin à quelques centaines de mètres à côté, et puis d'un autre côté, on peut aussi revenir avec le préfet et en utilisant l'utilité publique, réquisitionner le terrain. Voilà. Donc en gros, c'est à peu près les argumentaires qui sont annoncés. Et chez nous, ça c'est très important, il n'y a pas de bénéfices qui sont reversés ni aux propriétaires, ni à la commune concernée, et puis il y a une faible indemnisation qui va à la région ou au département. Donc ça c'est très important, vous allez voir par la suite au fur et à mesure de l'exposé. Donc l'implantation de ces plateformes, c'est d'un point de vue géographique, au départ, sur des zones rurales peu peuplées. C'est la cible, en fait. C'est-à-dire au milieu des plateaux comme ça, agricoles, ou des plateaux d'élevage. Donc ça, c'est une vue du ciel, si vous voulez, d'une plateforme. Ça, c'est au Canada. Donc vous avez une idée de la surface. Donc chez eux, ça peut être beaucoup plus grand.
Chez nous, c'est réglementé à 120 mètres par 120 mètres. Dans les autres pays, ça peut être, si vous voulez, beaucoup plus grand, avec la juxtaposition de divers puits les uns à côté des autres, avec toujours ces fameux bassins de rétention. Et puis là, on a une équipe avec des compresseurs et des camions sur place. Alors, voilà, vue du ciel, ce que ça peut donner. Le souci, si vous voulez, de cette technique et de cette extraction, c'est qu'il va falloir multiplier les sites d'extraction. Parce qu'en clair, vous creusez en vertical, ensuite vous passez en horizontal. Pour vous donner une idée à peu près de la surface qui peut être exploitée, on est aux alentours de 2500 mètres en profondeur et on peut aller jusqu'à 2500 ou 3000 mètres en horizontal. Donc vous prenez la tête de puits, vous faites un rayon de on va dire 2 à 3 km tout autour et tout le sous-sol peut en étoile être exploité. Donc si on a envie d'exploiter un gisement qui est localisé à un endroit, il va falloir multiplier ces plateformes. Et quand on regarde de plus haut, si vous voulez, ça vous donne une idée de l'impact en fait, environnemental de la technique. Donc là, je pourrais illustrer, si vous voulez, cette photo par un témoignage qu'on a ramené de Pennsylvanie, donc aux États-Unis, où on est allé visiter un site de la maison, et si vous voulez, le siège social d'une compagnie pétrolière qui a des autorisations de forage là-bas sur le territoire. Quand on prend cette carte et qu'on met en fait les schémas de toutes les fracturations qui vont se faire dans le sous-sol, on a constaté qu'on arrive chez eux à une précision de 200 mètres entre deux extrémités de forage de deux puits. C'est-à-dire que 100% du sous-sol de la carte est utilisé en fait. Alors je vous mets une petite vidéo, ça ne va pas marcher tout seul. Ça va être la technique en fait en vidéo, simplement. Je vais faire une manipulation. Peut-être qu'il faut régler le vidéoprojecteur. Non, c'est juste que je n'arrive pas à la lancer tout seul. Donc là, vous allez avoir une animation qui vous montre en fait comment fonctionne la technique. Donc là, c'est ce qu'on voit donc de l'extérieur, n'est-ce pas, l'emprise de la plateforme au sol, le derrick, la tête de puits. Donc en dessous, on creuse en vertical, on traverse différentes couches, dont dans les couches de 600, on va dire 600 à 900 mètres, on a en général les nappes phréatiques utilisées pour la consommation de l'eau robinet. On passe ensuite en horizontal, là on est dans la couche de schiste, donc la couche rocheuse. À chaque fois, tout est tubé en fait, c'est-à-dire qu'on cimente, le puits qui est fait en vertical et en horizontal. Donc à chaque fois, si vous voulez que la foreuse avance plus loin, on diminue le diamètre du tuyau. Donc on part avec une tête de puits qui fait à peu près 80 cm de diamètre pour arriver à la sortie à une tête qui fait une quarantaine de centimètres jusqu'à 5 km du point d'entrée, si vous voulez. Donc techniquement, c'est quelque chose qui est très très pointu. Il y a énormément de technologies déployées pour faire ça. Et donc là, on est dans la phase de fracturation, vous voyez, donc sachant que tout le tubage en fait est complètement cimenté et quasiment étanche depuis le point d'entrée au sol. On va injecter une grande quantité d'eau avec des produits chimiques et du sable qui est propulsé par divers camions en fait, compresseurs à une pression approximative au point, si vous voulez, là, de fracturation d'environ 700 bars. Et toutes les particules de sable vont garder ouvertes toutes les fractures qui sont créées. C'est le principe de base. On peut aller, on a vu en Pennsylvanie, on utilise, enfin je dis bon à chaque fois, mais sont utilisés de la silice
pour ceux qui connaissent. Hein, la silice, c'est du sable qui est beaucoup plus fin en fait que le sable qu'on peut connaître, mais qui est aussi à l'origine d'une maladie pulmonaire gravissime qu'on appelle la silicose, puisque ces particules vont très loin au niveau des alvéoles et créent des problèmes respiratoires. Est-ce que ça va pour tout le monde au niveau de la technique? Allez-y. Vous dites que les fils sont étanches théoriquement. Oui. Alors, en fait, c'est bien le problème, c'est que les fils ne sont pas étanches comme ils devraient l'être, puisque a priori, il y en a une grande proportion qui présentent des fuites dès le départ. Exactement. Tout le monde a entendu ce que disait monsieur? Non. En fait, il me faisait remarquer à juste titre que j'ai dit que les puits étaient étanches. Donc là, j'ai un discours technique de compagnie pétrolière, en fait. Hein, je présente la technique telle qu'elle est présentée. Et effectivement, on part du postulat qu'un puits est étanche. Malheureusement, comme vous le faites remarquer, en réalité, c'est pas le cas. Pour des raisons qui sont physiquement assez simples, en fait. Hein, c'est que l'étanchéité d'un puits se fait avec ce qu'on appelle un cuvelage, c'est-à-dire des tubes en métallique qui sont descendus à travers le forage, et puis du béton qui est injecté entre les différentes épaisseurs de métal. Donc vous imaginez qu'ensuite, ce qu'on va juger là, c'est la résistance de deux matériaux. C'est un matériel d'un côté métallique et un matériel qui est un alliage de ciment. Et on met ça de nombreuses années en contact d'un milieu qui est pressurisé, puisque plus on descend en profondeur dans le sol, plus la pression va augmenter, et plus la chaleur va augmenter. Donc on a un phénomène de corrosion qui va se créer au niveau du métal, et un phénomène d'érosion qui va se créer au niveau du ciment. Et malheureusement, quand on regarde à long terme, on a quasiment 100% des puits qui fuient. Et il y a des procédures de maintenance qui obligent les compagnies à changer les différents cuvelages et à recimenter à distance. En fait. Donc effectivement, c'est une des problématiques qu'on va pouvoir voir après, c'est l'étanchéité réelle des puits. Comment fait-on pour passer du vertical à l'horizontal? Je vais vous expliquer ça, c'est très très pointu. Alors attendez. Alors en fait, le principe pour pouvoir passer à l'horizontale, c'est qu'au départ, quand vous installez le derrick, la tête de puits, on va choisir en fait l'orientation primaire de l'horizontale qu'on va vouloir faire après. C'est-à-dire que vous mettez votre tête de puits, vous faites un forage vertical, et ensuite le derrick, vous l'orientez de 1% dans la direction inverse où vous voulez aller. Ensuite, on descend les tiges et on change la résistance, si vous voulez, mécanique de la tige au fur et à mesure de la distance. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on va mettre une tige qui est plus flexible que celle qu'on a mis au départ, et le 1% d'orientation de la tête de puits va conditionner en fait l'horizontalisation de la foreuse. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Orienter la tête de puits d'1%, plus jouer sur la résistance des différentes tiges, et ensuite on a la structure même de la tête qui va permettre aussi l'orientation horizontale, parce qu'on peut mettre des têtes qui vont présenter une surface différente qui va permettre en fait de créer la courbure, quoi, si vous voulez. Et après, en fonction de la nature du sol que vous allez forer, on change la tête et on change aussi la technique de forage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, alors ça je ne vais pas pouvoir vous en expliquer plus que ce que je vous dis là, mais à un certain moment, si vous voulez, le fait de mettre de la pression sur la tête du derrick en fait, et sur les tiges qu'on injecte, et le fluide qu'on ajoute, ça va suffire à créer le mécanisme de rotation et l'abrasion, si vous voulez, de la matière devant la tête de forage. Voilà. Mais c'est des calculs qui sont faits informatiquement. Donc simplement, à chaque fois, tout le monde nous dit la même chose, c'est qu'il y a 1% d'orientation de la tête au départ, enfin du derrick, qui donne l'angle pour les différentes tiges. Et ensuite, c'est l'analyse des différentes couches du sol qui ont été faites au préalable par des carottages, qui vous donne une unité de la résistance mécanique en fait de chacune des couches. Voilà. La grosse difficulté pour un foreur, visiblement, la chose la plus compliquée, c'est de traverser des couches molles. C'est le plus complexe, parce que ça rend aléatoire si vous voulez, le trajet de la tête, et en même temps le fait de détruire la matière. À chaque fois que vous voulez progresser, vous avez une contrainte qui est simple, c'est qu'il faut extraire ce que vous venez de forer.
Donc si on extrait une matière dure qui va devenir sableuse ou qui va faire des petites particules avec un fluide, on arrive à les remonter. Maintenant, si on creuse dans une espèce de boue et qu'on ajoute un liquide, on va diluer en fait la matière première, mais on a du mal à la remonter à la surface. Donc visiblement, techniquement, c'est ça le plus compliqué. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Juste une idée, quel est le niveau de production de gaz de schiste en Amérique, par exemple, par rapport à la production de type conventionnel? Un ratio entre les deux? Oui, à peu près. Ça, je ne sais pas vous dire. Ça, je devrais vérifier sur des publications, mais je ne sais pas exactement. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a un énorme delta entre les prévisions faites qui servent à prendre de l'argent, si vous voulez, au moment des business plans des sociétés pour trouver des investisseurs, et la réalité de l'exploitation. Ça, c'est sur 100% des sites, on va dire la mise en exploitation prouve qu'on extrait beaucoup moins que ce qui était prévu. C'est beaucoup moins rentable que sur le papier. Exactement. À tel point qu'aujourd'hui, dans l'actualité, vous avez des patrons de multinationales pétrolières qui arrivent à conclure maintenant que finalement, c'est pas aussi rentable que ce qui était imaginé au départ. Notamment le patron de Total. Donc ça, c'est une vraie problématique, visiblement, sur le terrain. Et puis, l'autre chose en termes de rentabilité, c'est que vous allez accroître la rentabilité avec la multiplication des puits. C'est directement proportionnel, en fait. Si vous voulez vraiment extraire énormément de matière d'un territoire donné avec... on va pas parler d'un gisement, si vous voulez, puisque là, c'est pas une grande poche, mais c'est plutôt des petites poches qui sont disséminées. Donc, par définition, si vous voulez aller les chercher, il va falloir multiplier les trous. Ça, c'est la problématique. Ça coûte plus cher. C'est environ, je crois que c'est entre 2 et 3 millions de dollars un forage. Jusqu'à quelle profondeur ils peuvent aller? Les records du monde, c'est en Amérique latine, et je crois que ça monte, je dirais, entre 12 et 17 km. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, c'est pas en vertical, mais c'est la distance finale entre la tête de foreuse et l'entrée dans le sol. Je crois que c'est ça, c'est entre 12 et 17 km. Et sous la mer, ils font des forages? Oui. Ça, je maîtrise moins bien la question du offshore. Je sais qu'en tout cas, en France, on avait un permis au large de la Méditerranée qui avait cette destination-là et qui n'a pas été renouvelé, en fait, l'année dernière. Mais la technique, si vous voulez, cette technique de fracturation n'est pas utilisée uniquement dans l'exploration et l'exploitation du gaz et pétrole de schiste, mais c'est aussi utilisé, par exemple, pour réactiver un puits conventionnel, un puits donc vertical qui ne donne plus rien. Il a été prouvé que lorsque vous le fracturez, donc là, d'un point de vue vertical, c'est-à-dire que vous étanchéifiez la tête et vous envoyez sous haute pression de l'eau avec des additifs chimiques et du sable, ben, ça va le rendre plus productif. Ça réactive. Et c'est aussi cette technique qui est utilisée dans la géothermie pour traverser certaines couches. La qualité de l'huile extraite est identique au pétrole qui est extrait normalement, conventionnellement? Ça dépend des endroits, en fait. Ouais. Ça dépend du gisement. Après, il y a une technique de dissociation de la matière première avec les additifs chimiques et les particules sableuses, en fait, qui doit être fait dans un deuxième temps. Mais par contre, quand on fait cette technique, donc vous envoyez une grande quantité d'eau avec, je crois que c'est l'ordre de maximum 5% de produits associés, vous allez récupérer que 50% de ce que vous injectez. Il y a une partie qui reste dans le sous-sol. Et ensuite qui migre, mais l'explication, si vous voulez, technique de où va exactement le fluide et pourquoi on n'est pas plus de 50% et autres, on n'a pas encore de choses rationnelles qui savent l'expliquer de façon cartésienne, on va dire, et ça marche à chaque fois, quoi. Et on a eu des phénomènes aussi où, lorsque c'est fracturé sur un puits, on a des récupérations de fluide sur un autre puits, en fait. Il y a une communication qui se crée et le fluide repart dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est... La technique à deux puits comme ça, si vous voulez, c'est aussi utilisé en géothermie pour dire j'injecte d'un côté, je récupère de l'autre. Mais malheureusement, normalement, ça n'existe pas dans l'exploitation comme ça, non conventionnelle, mais ça arrive en fait. Des fois parce que deux fractures sont
trop près l'une de l'autre en fait. Et ça casse la partie rocheuse qui est censée faire la résistance entre les deux puits. Quel est le pourcentage de ressources qu'on peut espérer récupérer quand on fait un forage? Alors ça c'est la grosse question clé. C'est-à-dire qu'en fait vous faites en général, ce qu'on constate c'est que tous les business plans et toutes les bases de rentabilité sont faites sur 100% de la ressource, mais en réalité ça va être de l'ordre de 10%. Quoi. Qu'est-ce que devient le reste une fois que la roche a été fracturée justement? Et ben ça reste dans les zones ouvertes, ça migre, et tout ça ça peut remonter. Et ça se rééquilibre, ça stagne, ça bouge d'une zone à une autre en fait en fonction de la nature du sous-sol. C'est là où, si vous voulez, où est la vraie problématique, c'est qu'on a la notion de temps qui va intervenir entre le moment où une exploitation est mise en œuvre et le moment où on va abandonner un puits et le moment où on a des conséquences. Comme c'est du méthane, le gaz de schiste, si ça remonte, c'est un gaz qui par nature a un effet de réchauffement. Exactement. Exactement. Je vais vous dire même pour vous donner l'argumentaire là-dessus, quand on fait une fracturation sur un puits de gaz, de schiste, on ne peut pas techniquement couvrir la tête de puits, c'est-à-dire la fermer de façon étanche avec des vannes, tout de suite après avoir fracturé, parce que la pression d'échappement du gaz elle est trop importante et les matériaux qui sont utilisés pour fermer le puits ne résistent pas en fait. Donc la fracturation est faite, on a du gaz qui va partir à l'air libre pendant un certain temps, jusqu'à ce que la pression baisse et qu'on soit capable de refermer la tête de puits. Donc il y a énormément au départ de gaz qui s'échappe à l'air libre comme ça. Ça on a des chiffres aujourd'hui où au départ l'EPA, donc l'agence de l'environnement américaine, avait estimé la perte de gaz à 2,5% sur un puits. Ça a été réactualisé à 4%, et aujourd'hui les mesures c'est en réalité 9%. Ouais, c'est ça. Donc il y a un énorme delta entre la prévision et la réalité. Quoi. Parce qu'aussi, donc ça c'est sur un puits de gaz, sur un puits de pétrole, quand vous avez une installation pour aller chercher de l'huile de schiste, parce qu'on n'appelle pas ça du pétrole, mais de l'huile de schiste, en général, la plateforme et l'infrastructure technique n'est pas prévue pour recueillir du gaz. Donc dans ce cas-là, le plus simple, quand vous allez chercher du pétrole et que vous avez du gaz avec, c'est d'allumer et de laisser brûler en fait le gaz qui s'échappe puisqu'on ne va pas le récupérer. Donc ça s'appelle une torchère. Et ça c'est aussi très très nocif pour l'environnement puisque vous faites brûler la matière première en échappement libre directement à la sortie du puits. Quoi. Donc ça il y a un papier qui est sorti il y a pas très longtemps là-dessus aux États-Unis dans la zone, genre je vous dis pas de bêtises mais je crois que c'est dans le Dakota où finalement certains se sont rendus compte avec des photos satellites qu'il y avait énormément de points lumineux la nuit dans des zones qui sont quasi désertiques. Et en fait, c'était des torchères et ils ont estimé si vous voulez, la perte de matière première qui est brûlée comme ça sur place directement à la sortie d'un puits. Et la conclusion, c'est que ça pourrait alimenter 400 000 foyers en gaz naturel. Voilà, pour une consommation. Non, c'est le fait que vous faites le trou pour aller chercher de l'huile. Donc, ce qui est conçu, c'est que vous allez ramener votre matière première dans un camion citerne ou au départ dans des cubes. Quand vous avez du gaz, il faut tout de suite avoir des systèmes de pipeline pour acheminer le gaz vers l'endroit où vous voulez l'utiliser. On arrive au départ à le concentrer un peu, mais on n'arrive pas à garder des ressources de gaz en échappement permanent sans tout de suite l'acheminer vers sa destination. Donc comme construire les pipelines, c'est pas rentable pour eux sur ces endroits-là, en fait, brûle le gaz sur place, ils ne l'utilisent pas. Voilà. Donc le gaz n'est pas dissous par la substance qu'on injecte. Non, du tout. Le pétrole l'est, mais pas le gaz. Exactement. En fait, ce qui est dissous, c'est pas vraiment le pétrole, c'est la roche. En fait. Le principe, c'est vraiment au départ pulvériser la roche, donc avec l'eau sous pression, et ça crée des brèches en fait à travers les différentes couches de roche, et vous gardez ces brèches ouvertes avec des particules de sable qui empêchent la roche de se refermer. Voilà. Et donc le pétrole coule à travers ces différentes brèches, et le gaz part beaucoup plus vite, effectivement, que On dissout la roche avec du pétrole, mais pas la roche avec du gaz. C'est un peu ça, ouais. Exactement. Alors on va continuer là-dessus. Donc là, au niveau de la technique, tout le
tout le monde est au clair. Donc, on fait une distinction donc, entre un puits de gaz, l'exploitation d'un puits de gaz et l'exploitation d'un puits de pétrole. Dans le sens où, je disais, si vous voulez exploiter du gaz, il faut tout de suite avoir le système pour acheminer le gaz vers la destination d'utilisation ou de transport ou autre. Parce qu'on ne va pas être capable de garder en fait, le gaz qui est en échappement permanent. Alors, l'historique un petit peu mondial, si vous voulez, de cette technique et de cette exploitation. Donc je ferai une distinction après dans le cadre légal français entre l'exploitation et l'exploration, parce que dans le droit français aujourd'hui, ça n'a pas la même valeur, si vous voulez, d'avoir une autorisation d'explorer et l'autorisation d'exploiter. Ça, c'est uniquement en France. Alors, l'origine, donc, effectivement, de cette technique, elle est américaine au départ, hein, n'est-ce pas, puisque c'est des géants du pétrole qui ont inventé cette technique et qui ensuite l'utilisent à travers le monde sur différentes concessions et puis il faut savoir qu'il y a 3 compagnies au monde qui sont américaines, n'est-ce pas, qui sont spécialistes du fracking. La première c'est Halliburton, la deuxième c'est S Energy et la troisième je ne connais pas son nom. La deuxième S Energy a des concessions dans l'est des permis d'exploration dans l'est de l'Île-de-France. Voilà, en ce moment. Et c'est toujours ces compagnies qui vont venir faire le fracking pour d'autres en sous-traitance, parce qu'ils maîtrisent la technique. Pour refaire un aparté sur la distance maximale entre la tête de puits et l'extrémité de la foreuse, en Europe c'est bien moindre parce qu'il faut une machine qui soit conséquente, si vous voulez, qui soit proportionnelle à la taille du forage. Et nous, on n'a pas les mêmes réglementations que les États-Unis en termes de circulation de poids lourds et autres. Donc on a des machines qui sont plus compactes pour être dans les normes de nos convois exceptionnels. On a, je crois, déjà 25 tonnes au moins de différence entre les transports sur les 2 continents, et puis un problème de taille de route pour les acheminements.